Mercredi 9 octobre, les journalistes Mathieu Grégoire et Baptiste Chaumier à la commanderie ont rencontré Pablo Longoria pour réaliser la première interview du président de l'Olympique de Marseille depuis la saison ratée avec les passages effectivement de Marcelino, Jean-Louis Gasset ainsi que l'inoubliable Gennaro Gattuso. Le temps d'évoquer un entretien, le temps d'évoquer la saison ratée, voilà sa saison, la vision à plus long terme avec la nouvelle arrivée de Zerbi avec un tas d'autres thèmes abordés comme les arbitres, Benassia, les lofters, etc. Alors l'interview sort dans un contexte de trêve internationale après, bon, comme on l'a dit, une saison ratée où il n'a pas eu le temps d'évoquer à travers une conférence bilan comme il avait l'habitude de faire. Voilà, Longoria était un peu plus discret et il parle pas trop tôt dans la saison pour pas faire une interview trop présomptueuse. Et voilà, la saison est déjà lancée, on est troisième. Donc voilà, c'était à mon avis et à notre avis le bon timing pour une interview qu'on va commenter d'ailleurs puisqu'il a abordé de nombreux points. On a choisi tous les trois passages de l'interview qui nous ont semblé intéressants et qu'on va évoquer tous ensemble. Pour ce faire, je suis accompagné comme d'habitude de mes fidèles camarades Samy et Iliane. Salut les gars. Ça va? Salut Martin, salut Yann. Ça va, ça va. Comme l'a dit Samy en off, Iliane s'est mis en mode trêve international avec un flocage catastrophique. Mais Non, je le montrerai pas à la caméra. c'est un défenseur droit alcoolique. Non, Un piston droit qui est passé par l'Olympique de Marseille ces dernières saisons. exactement. Bon les gars, on va commencer par Samy. Toi, quel passage de l'interview est-ce que tu as le plus retenu Alors, dans la lecture? Moi, le passage qui m'a le plus marqué dans la lecture de l'interview de Longoria, c'est le passage où il parle des changements d'entraîneur. Parce qu'en fait, ces dernières années, à tort, on lui a beaucoup reproché d'avoir installé cette instabilité sur le banc de touche de l'Olympique de Marseille, alors qu'elle n'est pas de son fait, hein, cette instabilité. Quand Jorge Sampaoli quitte l'Olympique de Marseille au mois de juillet 2022, c'est une décision de Sampaoli. C'est pas une décision de Longoria qui va voir Sampaoli pour lui dire il faut que tu quittes le club. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans l'interview Longoria. Il dit si on m'avait demandé si je voulais garder Sampaoli, j'aurais répondu oui. Donc lui, il voulait justement être dans la continuité avec Sampaoli à l'époque. Sampaoli décide de démissionner, il peut pas le forcer à rester. Donc forcément, il passe sur un autre entraîneur. Et là aussi, c'est pareil, on peut pas l'accuser d'instabilité parce que le premier entraîneur qu'il décide d'appeler, c'est à l'époque Roberto De Zerbi. Donc quand tu passes de Sampaoli à De Zerbi, on peut dire que en termes de continuité, c'est pertinent. Il n'a pas réussi à faire De Zerbi, la saison devait commencer, on était début juillet, tu dois faire ta prépa, tu échoues à faire venir ton plan A, forcément tu fais marcher ton réseau, à l'époque c'est le réseau de Ribalta, et donc tu fais Tudor. Effectivement, Tudor c'est différent de Sampaoli, mais voilà, c'est juste pour dire que le mot instabilité est pas bienvenu pour ce sujet-là. Et après, pareil, pour Igor Tudor, il dit exactement la même chose. Il dit, moi, je voulais garder Igor Tudor. Et en plus, on peut regarder, durant toute l'année 2023, ça a commencé très tôt, hein, à partir de mars, même après l'élimination, après Annecy, Longoria avait fait des déclarations où il conforte Tudor dans sa place, où il dit qu'il lui renouvelle sa confiance et qu'il veut continuer avec lui parce que Tudor avait apporté, il dit, ce qu'on attend au sein du club en termes de rigueur et d'exigence. Et donc, il voulait continuer avec Tudor. Et là aussi, c'est un secret pour personne. On sait que c'est Tudor lui-même qui a voulu malheureusement quitter l'Olympique de Marseille. Et donc là, c'est pareil, comme je le disais tout à l'heure, il voulait passer de Sampaoli à De Zerbi. Après Tudor, le plan A, c'est Fonseca. Fonseca, c'est pas identique à Tudor, mais ça s'en rapproche quand même fortement. Donc là aussi, on peut pas lui dire il y a une instabilité. Il a pas réussi à faire Jesus. Fonseca. Il y a aussi eu Gallardo. Gallardo aussi, ça se rapproche de Tudor. Donc, en termes de continuité, on peut pas l'accuser. Et là aussi, pareil, il y a une saison, il y a un tour préliminaire de Ligue des Champions très important à jouer. Forcément, tu n'as pas réussi à faire venir Fonseca ni Gallardo, tu es obligé de faire un peu marcher ton réseau. Malheureusement, le réseau à l'époque, c'était Marcelino. Tu fais venir Marcelino. Et effectivement, Marcelino, c'est totalement différent de Tudor. Mais en tout cas, moi, j'ai aimé le fait qu'il clarifie ça parce qu'on l'accusait à tort d'instabilité, alors que c'était une instabilité qui était subie. En tout cas, sur le plan des entraîneurs, pour ce qui est des joueurs, là, je peux entendre qu'on accuse Longoria de stabilité, d'instabilité, pardon. Mais toi, t'en parles très bien, Samy. Ce qu'on reproche souvent à Longoria, c'est de faire cette transition en fait entre le jeu de position de Sampaoli, ensuite le jeu de transition très direct
avec Igor Tudor, et ensuite une autre philosophie peut-être un peu plus possession de balle avec la panique nomination de Marcelino. Est-ce que vous comprenez un peu ces critiques qui sont faites à Longoria, qui est de nous vendre une tactique, puis de nous en vendre une autre la saison d'après. Voilà, est-ce que vous pensez, vous, qu'il est vraiment opportuniste dans sa manière de fonctionner pour l'entraîneur, ou alors c'est la juste évolution de comment il voit la gestion d'un club, de comment il voit la façon de fonctionner sur le terrain la plus pertinente en fonction des saisons. Qu'est-ce que vous en Ouais, pensez? je pense aussi que ça dépend par qui il était accompagné. Longoria n'était pas seul à prendre des décisions, même s'il les représentait. Lorsque Ribalta est nommé juste avant le départ de Jorge Sampaoli, si on se dirige vers un coach comme Igor Tudor, c'est parce que c'est Ribalta et tout son réseau qui est à la tête de la direction sportive de l'OM. Je suis pas sûr, même si Longoria disait vouloir se détacher du jeu de position, je suis pas Mm. sûr qu'en ayant un autre directeur sportif tel que Ribalta, on se serait dirigé vers autre chose. Lorsqu'on va chercher Marcelino, et même si c'est un panic buy, et même si on s'était manqué sur ce mercato-là en termes de coach, et qu'on avait on avait fait marcher les réseaux pour le coup. Le style, on veut quand même rester dans la continuité, comme l'a très bien dit Samy, de ce qu'on avait fait avec Tudor dans le jeu de transition à travers du marquage individuel et non de position. On veut quand même rester dans le même style. Donc oui, c'est un président de club. Oui, il va chercher les opportunités et on les a vues cette saison. Et je pense pas que si Roberto De Zerbi n'était pas une opportunité, on se serait positionné dessus dès le début. Voilà, ça c'est clair et net. Maintenant, c'est quand même difficile de dire qu'il n'a pas de ligne de conduite. C'est quelqu'un qui connaît le foot, c'est quelqu'un qui connaît son milieu, qui à plusieurs reprises a montré des choses cohérentes vis-à-vis de l'Olympique de Marseille. Et bien que ça ne s'est pas succédé vis-à-vis des saisons, on a quand même eu des saisons pleines, notamment celle sous Sampaoli et celle sous Tudor, où toute la cohérence sportive était mise en place à partir de Pablo Longoria. Je pense qu'il a une ligne de conduite, parce qu'il le dit d'ailleurs en 2022 quand il présente Igor Tudor. Il dit aujourd'hui le football moderne va de plus en plus vers un football d'intensité, d'impact, de jeu direct, plutôt qu'un football de position. Mais je pense qu'il ne s'y tient pas par contre. Il en a une, mais il ne s'y tient pas. Même si je l'ai épargné sur le fait d'avoir choisi des coachs très différents. Je pense qu'il ne se tient pas à sa ligne conductrice parce que à l'époque, il loue le jeu direct et il dit que c'est le jeu vers lequel il faut aller tout simplement. Et 2 ans plus tard, voire même 1 an plus tard, parce que durant la saison dernière, il en avait déjà parlé, mais là, on parle de l'interview en question. On est 2 ans après cette déclaration sur le jeu direct. Aujourd'hui, il loue le jeu de position, où il dit que non, il faut jouer avec le jeu de position et que c'est mieux que le jeu direct. Donc Ouais. en 2 ans, le jeu il peut pas avoir changé. Donc en fait, il tient pas à sa ligne directrice et en fait, on sait pas ce qu'il préfère. On a l'impression qu'il change en fait sa communication à chaque fois qu'un Mm. nouveau coach arrive. On C'est va me vrai, dire c'est normal, c'est vrai. mais bon, Le ça me problème, gêne un peu quand même. c'est que quand tu fais plus de 5 coachs en 3 ans et que tu changes à chaque fois ta communication en fonction de tes coachs, ça se voit. C'est-à-dire que ça pourrait être dans ton rôle de président de conforter les ambitions stratégiques de ton manager, mais le souci c'est que si à chaque fois, d'ailleurs, même c'était assez gênant quand ils ont nommé Gattuso, parce que c'était encore plus flagrant le déboire tactique et le fait qu'on aille le conforter. C'est le rôle d'une direction aussi. Faut pas oublier que une direction n'est pas là pour faire que du populisme, dire que ce qu'on veut entendre. Malheureusement, elle est obligée d'aller dans le sens de ce qui est mis en place sportivement. Mais bon, Longoria s'est quand même manqué à plusieurs reprises. Après, quand tu vois quand même ses contacts, notamment en Italie, et je te dis avec ce qu'on a vu avec Ribalta, ses préférences, elles doivent quand même être du côté de ce qu'on a vu avec Igor Tudor, par exemple. Je pense, même si tu dis qu'il se tient pas à sa ligne de conduite. Parce que quand tu as un coach comme De Zerbi, tu peux pas le refuser, même si tu as une ligne de conduite. Je sais pas parce que le premier entraîneur que nomme Longoria à l'OM, c'est un entraîneur de possession,
Derrière, il veut nommer De Zerbi, possession. Tudor, c'est pas lui, c'est Ribalta. Mais effectivement, Hmm. mais je te rejoins parce que quand il parle d'Igor Tudor, il faut vraiment lire ce qu'il dit. Il est vraiment. On sent qu'il apprécie énormément le travail d'Igor Ouais. Tudor. On sent qu'il apprécie énormément le jeu qu'il veut impulser à ses équipes. Donc en fait, c'est très contradictoire et je te rejoins totalement. Tu sais pas vraiment ce qu'il préfère parce que entre ses choix, ce qu'il veut faire, c'est-à-dire les entraîneurs qu'il voulait nommer et ce qu'il communique, il y a un Ouais. grand écart à chaque fois. Ouais, il y a un monde. Ouais, je suis Ah d'accord. bah il est très politique hein, dans sa manière de fonctionner à mon avis. Ouais, comme vous avez dit dans sa communication, il va prendre la défense automatiquement de ce qui est mis en place sportivement. Ça c'est certain. Non, mais ça, Euh, c'est son travail, il n'y a pas de problème. Tu nommes un ouais. coach, tu dis que son football, c'est le meilleur football du monde, y a pas y a pas de problème. Mais cette contradiction dans un laps de temps aussi court, ça pose un peu plus problème en termes de Oui. cohérence. Ouais, c'est sûr qu'on pourrait se demander. Et d'ailleurs, c'est dommage, l'interview, elle est excellente, hein, l'interview de l'équipe, Ouais. mais je trouve qu'ils auraient pu un peu plus le challenger sur ça. Pourquoi il y a 2 ans, vous nous disiez que le jeu direct, c'était le football moderne et qu'il fallait tendre vers ça, et Hmm. qu'aujourd'hui, le football de De Zerbi, c'est le meilleur football au monde. J'aurais aimé un peu plus qui le challenge un Hmm. peu plus là-dessus. Bah justement, on parle de Tudor. Moi, si vous voulez, on passe à moi, à mon extrait qui m'avait marqué. Vas-y, vas-y. Euh, euh, il parle de Tudor comme quelque chose de court-termiste par rapport au fait qu'il était obnubilé par le fait d'être compétitif directement contre les grosses écuries en Ligue des Champions. Pourtant, Tudor, comme tu l'as dit, Samy, Longoria subit sa démission et en début d'interview, il parle d'une erreur qu'il voudrait rectifier dans sa manière d'être dans la présidence, c'est euh, d'arrêter de se mettre dans la tête des objectifs à trop court terme. Donc là, à mon avis, il parle de encore Tudor. Mais ça, c'est ça que je comprends pas d'ailleurs. Je vais le développer après. Et Marcelino, bon, qui l'appelle parce qu'il faut absolument se qualifier contre Panathinaikos. Et donc là, oui, il fait une erreur de précipitation. Pour moi, là-dessus, il y a pas de souci. Là où je trouve ça bizarre, c'est de parler d'une vision. C'est un peu flou. Moi, je trouve ça un peu ambigu. Le fait de parler de Tudor comme une vision court-termiste, alors que si jamais Tudor était resté 3 ans, personne n'aurait vu le problème. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, même si c'est un jeu énergivore. Tudor, il a une identité de jeu, en plus qui collait vachement à l'Olympique de Marseille. Je vois pas en quoi la nomination de Tudor au moment où en plus tu es déjà qualifié directement en Ligue des Champions est une vision court-termiste. Après justement peut-être qu'il y a un problème de retranscription, ça m'étonnerait parce que les journalistes sont très bons, mais peut-être qu'il y a cette nuance qu'on n'arrive pas à capter dans cette phrase-là par rapport à Mais Tudor et au court terme. si, moi, je suis d'accord avec toi parce qu'en plus, je me souviens à la nomination de Tudor, du coup, on a Sampaoli qui quitte la commanderie début juillet, je crois, ou vraiment fin juin. Donc juste Mais avant la. est-ce qu'on D'ailleurs, Sampaoli, lui, s'il part, c'est pour des exigences trop élevées au niveau du mercato, c'est ça? Bah, on n'a jamais eu le fin mot de l'histoire, mais ce qui revient souvent, c'est ça, c'est vouloir des joueurs qui à l'époque étaient inaccessibles pour l'Olympique de Mm, Marseille. Mais là aussi, c'est flou parce que, enfin bref, c'est pas le sujet, mais mm, Sampaoli, quand tu viens à l'OM, tu connais l'état des finances de l'OM, tu sais plus ou mm, moins ce que l'OM peut faire ou ne pas faire. Donc, mm. si tu demandes un tel joueur à l'OM et que l'OM te dit on peut pas le faire, normalement tu peux pas, enfin tu Mm. fais pas des, enfin, je comprends Ouais, quoi. je suis Tu sais d'accord. que, mais bon, I- tant mieux, ça nous a permis de connaître Igor Tudor, donc. Pour Ilian, Tudor, vas-y, tu voulais. justement, lorsqu'il est nommé, il me semble, c'est pas il me semble, je suis sûr, c'est sur un contrat de 2 ans. Ça veut dire que tu le fais quand même miroiter que tu as 2 ans pour réitérer la qualification avec des champions et la refaire en fait l'année d'après, en faisant un peu mieux, genre en allant chercher la deuxième place. Parce que sur 2 ans, et c'est bien ce qu'on nous a fait comprendre cette saison avec le programme de 3 ans, en 2 ans, tu n'as pas le temps de construire quelque chose. 2 ans, c'est pour poser les bases d'un projet. En 2 ans, déjà, il faut compter bien 3 à 6 mois pour instaurer une tactique, encore plus quand tu arrives en cours de préparation. Si tu joues pas l'Europe, tu as encore moins de matchs à jouer, donc il faut encore plus t'acclimater avec ton équipe vis-à-vis du mercato. Enfin, tu mets en place des changements. Donc, c'est sûr que la signature de Tudor, elle avait tellement été faite dans la précipitation
on avait voulu, nous, en tant que club, se sécuriser avec un contrat de 2 ans en se disant: «Bon, bah, si ça passe pas, au pire, on n'aura qu'une année de contrat à lui indemniser». Et au final, enfin, pour moi, on s'était tiré une balle dans le pied parce que tu prenais encore un coach sur du court terme que tu étais sûr de remplacer, en gros, pour la saison 2023-2024, parce qu'il arrive en 2022-2023. Donc, déjà, à ce niveau-là, lorsqu'on nomme Igor Tudor dans la précipitation, c'était déjà une erreur. Mais est-ce qu'on pouvait faire mieux? Non, parce qu'on avait déjà perdu le coach qui était censé te bâtir ton projet puisqu'il t'avait emmené en Ligue des Champions. Là où aussi je suis d'accord avec Samy, c'est qu'on est on a toujours subi depuis le mandat de Longoria. Bien qu'il soit responsable de plusieurs choses, de plusieurs mercatos, à plusieurs reprises, on s'est retrouvé en fait dépendant des choix des uns et des autres parce qu'ils n'ont pas été totalement mis en symbiose en fait avec ce que voulait faire le club. Ok, mais ouais, je vois, Ilian, je suis assez d'accord avec toi. Aussi pour parler de Sampaoli et Tudor, ainsi que Marcelino, moi je trouve je sais pas si vous vous souvenez des termes des contrats de ces coachs-là, c'était 1 an plus 1 an en option, on est d'accord, tous. Ah, c'était même ça, bah, tu vois, c'est pire. Enfin, je trouve ça. C'était ça pour tous les coachs. Là, c'est la première fois sous Longoria que tu as Que t'as 3 ans. 3 ans. Ouais. Ouais, mais c'est ça. Mais après, pour moi, de toute façon, ça vaut rien. Ça vaut rien. Aujourd'hui, tu dis que De Zerbi, c'est 3 ans, mais peut-être que demain, à la fin de la saison, il partira du fait de l'OM ou du fait de De Zerbi. Pour Sampaoli et Tudor, c'est pareil, tu leur donnes 1 an. Mais T'es si moins ça se passe crédible. bien. T'es moins crédible si tu parles de projet à un joueur en disant par contre le coach qu'on t'a signé, il va peut-être partir dans 1 an. Tu Ouais, vois? voilà, vous pensez que Là où moi je trouve que c'est pas, tu sais, tout le monde ne marche pas dans le même sens. Lorsqu'on signe, il y a qui arrive à l'été 2022-2023? Tu signes Verretou en 2+1, donc 2 années en option. Donc Verretou qui collait parfaitement d'ailleurs avec les ronche-tout au jeu de Tudor. Mais par contre, ton coach, il va rester 1 an de moins. Moi, je trouve ça. Enfin, c'était vachement incohérent de. Enfin bon, c'est pas. Ouais, je vois. Après, bon, voilà, pour finir là-dessus, moi je trouve que Longoria, il a pas de chance, il a pas de chance parce on le rappelle, Marcelino, si tout se barre en cacahuète, c'est à cause d'une pauvre main de Guendouzi dans la surface. Ouais, c'est clair. Ouais. Ah non, Comme mais quoi le destin est ouais, cruel. mais c'est les joueurs qui te fait une super saison, sa première saison, que tu gères un peu mal la deuxième en le vendant pas des mercato d'hiver et au final tu veux le placarder et tu l'envoies dans. Après, la main, il la fait pas parce Non, que non, non, tu l'as. c'est sûr. Non, mais Parce qu'en plus, c'est drôle que vous parliez de ça, j'ai revu le match hier. Et Gendouzi, il fait une très bonne rentrée contre le Pana en plus. Si on occulte sa main, il fait une très bonne rentrée. C'est et terrible. tu m'arrêtes si je me trompe, Terrible. c'est Michael Oliver à l'arbitrage. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Tout est dit. Non mais Mais la pour saison, revenir à la vision court-termiste, euh, mine de rien, quand il dit moi je voulais être performant rapidement en Ligue des Champions et en gros je voulais pas être ridicule en Ligue des Champions sur la saison 22-23, le groupe avec Tottenham, Sporting et Francfort. Euh, je peux quand même lui donner raison parce qu'en fait quand il prend Tudor, la mayonnaise elle prend rapidement en fait. Rapidement, tu as des résultats en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Tu perds tes 2 premiers matchs, mais t'es pas ridicule, tu es même au-dessus de tes adversaires. Tu domines Tottenham chez Z et tu prends 6 points contre le Sporting. Donc en fait, t'es pas ridicule en Ligue des Champions et c'était l'objectif à l'époque. Donc d'un côté, au final, il a eu raison, même s'il n'y a pas eu la qualification, mais dans les circonstances qu'on connaît, on le rappelle, voilà. les 6 matchs que l'OM a joué en Ligue des Champions, ok, l'OM ne s'est pas qualifié, mais l'OM n'a pas été ridicule. L'OM a été Mm. supérieur à son adversaire, j'ai envie de dire, à tous les matchs de cette saison de Ligue des Champions. Donc En en étant fait, chapeau 4. en étant chapeau 4, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il il le rappelle dans l'interview Ouais. d'ailleurs. Et moi, ces dernières années, j'ai rarement vu l'OM ne pas être ridicule en Coupe d'Europe. Donc voilà. Ouais, c'est la fin, C'est ça. qui est ridicule, malheureusement. Ouais. Mais en fait, je trouve que Longoria subit aussi, on en a parlé, comment les départs des entraîneurs, mais subit aussi les coups du sort. Il en a vécu des coups du sort. On en a vécu en tant que supporter. Et
Bah, le but d'Højbjerg à la dernière seconde contre Tottenham clairement change le destin de la saison 2022-2023 de l'Olympique de Marseille. Parce que si Højbjerg ne marque pas ce but-là, tu vas en Europa League et ton mercato en 2023, tu fais pas venir Mm. Vitinha, ça c'est sûr. Ah, et puis tu peux aller Et acheter. j'ai même envie de revenir un peu plus tôt. Si Kolasinac il marque sa tête peut-être 20 minutes avant le but d'Højbjerg, tu finis premier et là, ton mercato de 2023, il est encore plus différent parce que tu as un huitième de finale de Ligue des Champions à jouer. Et peut-être Ouais, que si Non, Kolasinac mais t'as la marque, à la fin de la saison, Coupe tu dois rester. Donc effectivement, en termes de c'est Coupe du Sort, on a été servi. c'est t'as la, fou. t'as la blessure d'Harit, enfin, C'est t'as tellement plein de frustrant. choses Mais qui. bon, Arrêtons de ruminer le passé. Et d'ailleurs, tu vois, là, je t'offre la transition. Ça permet de venir sur moi, ma partie. Je vas-y. retiens ce qu'a dit notre président sur le projet de 3 ans. Et l'ambition que devrait avoir l'OM, c'est celle de se qualifier chaque saison en Ligue des Champions. Moi, j'entends ça depuis ma naissance. Hein, c'est même pas forcément de la bouche des présidents de l'OM. C'est dans les médias, c'est partout. C'est de fait, c'est le plus grand club français. Et le fait que l'OM ne joue pas avec des champions, c'est scandaleux en fait, en soi. Moi, je le rejoins totalement, hein, mais c'est un bon communicant. Il sait à qui il parle lorsqu'il dit ça, mais c'est lui qui est à la tête du club. Donc maintenant, sur ces 3 saisons, on s'est qualifié qu'une seule fois avec lui en Ligue des Champions. Donc il est aussi responsable de ce marasme. Pourquoi je retiens cette partie? En fait, ce qui est intéressant, et surtout qu'il l'avait déjà dit lorsqu'il a pris la tête du club et qu'il avait nommé Sampaoli, c'est qu'il revient encore dans cette ambition, et c'est là qu'on voit que c'est une idée de fond, que c'est pas seulement du populisme, de stabiliser l'OM dans le top 20 ou top 24, en l'occurrence pour cette interview-là, des clubs dans le statut européen. Et ça passe avant tout par une stabilité économique. Et ça, pour moi, ça suit complètement sa ligne de conduite qu'il a eue depuis le début, que ce soit sans parler du sportif, sans parler des résultats, vis-à-vis des finances du club, la dette et tout ce qu'on devait, tout ce qui avait été créé sous Jacques-Henri Hérault, tout ce qui nous a bouffé, et même si Longoria a aussi fait des choix qui nous ont coûté, hein, le salaire de Jordan Amavi, on y reviendra, mais tous ces problèmes de fond vis-à-vis de l'OM ont été résorbés. Et ça, c'est quand même, on est reparti de zéro il y a pas longtemps, donc cette saison, on s'est débarrassé des gros salaires. Et c'est quand même dans un avenir économique où on voit des grandes structures, des grandes institutions comme le Barça qui galèrent, qui ont du mal à s'imposer en Europe. Si demain tu veux être un grand club, une locomotive du foot français, tu dois être stable économiquement. Et l'OM arrive, selon moi, ces dernières années, seulement économiquement, à être un modèle vis-à-vis des autres clubs français. Il y a Lille, on l'a vu il n'y a pas longtemps avec Olivier Létang. Le Paris Saint-Germain, c'est une autre sphère, mais de toute façon, on n'est pas là pour faire leur louange et ils ne le méritent pas. Mais ce que fait Longoria économiquement vis-à-vis du club, ça s'inscrit totalement dans ce qu'il veut faire. Maintenant, il faut l'appliquer aux sportifs. S'il avait la même cohérence économique que sportif, on jouerait déjà chaque année avec des champions, on serait un danger pour certains gros clubs. On va le mettre en place, selon moi, avec ce projet de 3 ans, à voir comment ça se concrétise. Mais cette partie d'interview, c'est celle qui m'a le plus plu parce que c'est la seule où on se dit, il le disait déjà il y a 3 ans et ça s'est réalisé. C'est vrai. Pour moi, c'est l'une des seules choses que je retiens vraiment de son mandat, c'est que derrière le passage de Jacques-Henri Hérault, il a complètement réussi à annihiler tout ce, que, tout ce qui avait endetté le club. Toutes les Par, bêtises. par contre, il y a 3 ans, il te dit qu'il veut intégrer l'OM dans le top 20 européen et tu l'as pas intégré. Pourtant, tu as été plusieurs fois en Coupe d'Europe. Mm. Non, c'est clair. Mais non, mais on l'a dit. Bien sûr qu'il a. Non, mais t'as raison de me contredire là-dessus. Peut-être un peu trop ambitieux. Il a. C'est ambitieux de penser. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est ambitieux de penser que l'OM peut être dans le top 20 européen, mais c'est pas déconnant Ça prend parce du que. temps. Non, non, c'est pas déconnant du tout. Je trouve pas que c'est une ambition démesurée, mais je veux dire, si on le juge sur ses objectifs, il arrive à l'été 2020 et il dit on veut intégrer l'OM dans le top 20 européen. L'OM n'a jamais intégré le top 20 européen à ce jour, donc là-dessus, il s'est raté. Après, il n'a pas eu. Enfin, il dit ça à l'époque où il est directeur sportif, donc il n'avait pas non plus toutes les manettes du club à l'époque. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps, on vient d'en parler, les coups du sort, etc. Mais voilà. Et je peux comprendre aujourd'hui que des supporters se disent mais il y a 4 ans, tu nous dis exactement la même chose.
Là, tu nous dis on veut intégrer le top 24. Il y a 4 ans, tu nous disais on veut intégrer le top 20. Dans Mm. l'absolu, si tu ne regardes pas les détails, si tu ne regardes pas les coups du sort, etc., les entraîneurs qui partent, bah, dans l'absolu, en fait, on est encore au même stade qu'il y a 4 ans. Quoi. Mais pourtant, voilà, tu l'as très bien dit, si tu regardes dans le fond, l'OM a quand même progressé quand tu fais les signatures telles que, on l'a redit, hein, mais Rabiot, Greenwood, même, et là peut-être que je m'avance beaucoup, mais en ayant un directeur sportif comme Benatia il y a 3 ans, je suis pas sûr qu'une signature du standing de Rabiot, économiquement, on puisse le faire il y a Non. 3 ans pour la Et campagne. puis, et puis, Et et puis, puis de toute façon, enfin, il y a juste à comparer l'effectif 2020-2021 quand Longoria arrive à la tête de l'Olympique de Marseille à n'importe quel effectif de l'ère Longoria. Je ne parle même pas que de l'effectif de cette saison, mais on peut même prendre l'effectif de l'an dernier, Ouais. l'effectif de 2022-2023, l'effectif de Sampaoli. En termes de qualité, on est sur un step-up qui est quand même remarquable. Donc là-dessus, oui. En tout cas, ce qui est clair, ce qui est indéniable, c'est que depuis que Longoria est là, il y a toujours eu des joueurs de qualité. Ça, on ne pourra jamais le nier. Ça a commencé, je me rappelle, sa première grosse arrivée, c'est Milik. Et puis derrière, ça n'a fait qu'augmenter. Et ce qui est mm, intéressant, c'est que aujourd'hui, tu as l'impression que l'OM est capable de faire venir plusieurs stars durant la même saison. Là où avant, tu avais Sanchez pour mm, Tudor, tu avais mm. Aubameyang la saison dernière, tu avais Milik pour Sampaoli. Là, tu fais Højbjerg, tu fais Rabiot, tu vas peut-être faire Pogba, tu as Greenwood dans la même saison, dans la même équipe. Et je trouve que ça, c'est quand même très remarquable. Et il bénéficie d'un soutien de taille avec Franck McCourt qui accepte aussi de remettre de l'argent dans le pot commun, hein. Et ça, Ça, c'est c'est pareil. agréable. On a longtemps entendu, je pense à juste titre aussi, hein, que McCourt ne mettait plus la main au pot, pardon. Moi, je pense qu'il l'a toujours mise de façon régulière, mais c'est juste qu'à un moment, et on l'a compris, il y a quelqu'un qui a dilapidé les dépenses en 2 ans, mais c'est pas étonnant. Lorsque tu donnes 2 fois le salaire de Rongier à Strootman sur 16 saisons, enfin, il y a eu des choses hallucinantes. Et, Hallucinantes. et- et puis surtout, là où on en a parlé longuement la dernière fois en off avec Ilian, là où Longoria est très fort, c'est qu'en fait, il a très bien compris le personnage qui était Franck McCourt. Longoria l'avait très bien compris. Il sait comment se comporter avec l'Américain, en fait. Il sait que l'Américain, tu as besoin de lui vendre du rêve, tu as besoin de lui mettre des étoiles dans les yeux pour qu'il mette la main à la poche. Et en fait, Ça, Longoria, on le voit chaque été. Chaque été, il va à New York pour lui dire, mm, bah voilà, c'est ça le projet, et il me faut ça, on va faire venir lui, Regarde, Mason ça va nous Greenwood. ramener là. Et c'est là où tu vois le contraste avec les mercatos avec JHE, où en fait tu avais des mercatos austères, où tu faisais venir personne, si on caricature un peu, parce que Hérault, il n'avait pas cette connaissance du foot déjà, mais non plus cette vision, le fait d'aller vendre du rêve à McCourt. Et c'est là où Longoria il est très fort et il a compris comment fonctionner avec son propriétaire. il y a ça, et puis comme tu dis, il arrive à New York avec des rêves, mais des dossiers, à mon avis, bien complets. Je pense que les conseillers qui chuchotent aux oreilles de Marc Courte lui disent Longoria, on le suit les yeux fermés. Donc il y a ça aussi qui est incroyable, quoi. C'est Et ça, Longoria, c'est l'homme sûr de McCourt. typiquement, ça, tu reprends l'interview juste avant le mercato d'été. Je ne sais plus si on avait nommé De Zerbi ou pas, mais ils avaient fait une interview à deux dans l'équipe. Et déjà, le fait que le propriétaire fasse une interview avec le président, c'est fort. Déjà, ces deux-là, ils envoyaient un message fort. Et que McCourt renouvelle sa confiance, alors même s'il a fait beaucoup de langue de bois, il renouvelle sa confiance envers Longoria. Moi, je pense que ce qu'il a dit en disant qu'il avait l'une des meilleures pépites de sa génération à son poste, que beaucoup de grands clubs le disaient, et même si ça l'a beaucoup vanné là-dessus, moi je pense que McCourt le pense sincèrement, hein. Il n'a pas une grande connaissance du foot, mais il se dit que là, à sa tête, Mm. il a quelqu'un qui lui a remis ses finances à l'endroit, qui fait briller son club plus que le précédent, et en plus avec qui il s'entend bien, parce que pour lui filer de l'oseille comme ça et toujours remettre la main au pot, c'est qu'il se passe bien quelque chose entre les deux. Et pour appuyer ce que tu dis, parce que c'est ultra intéressant, McCourt, en 2021, quand il y a eu les événements de la commanderie, il n'a pas hésité une seule seconde à mettre GHE de côté. C'est-à-dire qu'il a vu que les supporters en voulaient plus, bah, il est venu à Marseille et il lui a dit, toi, c'est fini. Et aujourd'hui, il y a eu exactement les mêmes événements avec Longoria où les supporters n'étaient plus pas contents de Longoria. Et McCourt, il est venu à Marseille et il a dit, bah, lui, c'est mon homme.
Je lui renouvelle ma Il confiance. a demandé de rester. Alors qu'il aurait pu faire la même chose. Donc ça montre qu'en fait, ses choix sont dictés que par lui-même. Il n'est sous l'influence de personne, d'aucun groupe de supporters, ni rien. Quand il a mis de côté GHE, c'est parce qu'il était intimement convaincu que ce n'était plus l'homme, et ça ne l'a jamais été de toute façon, de la situation. Et quand il renouvelle plusieurs fois sa confiance à Longoria, après les événements de la commanderie, après la saison ratée également, ils ont fait une interview à la Provence fin mai 2024, où McCourt a renouvelé ardemment sa confiance à Longoria. C'est quand même très, très, très important à souligner, je trouve. Complètement. Bah les gars, si vous avez rien à rajouter, je pense qu'on peut clore cette vidéo. Moi, je vais peut-être rajouter quelque chose. Je sais pas si Liane, toi aussi, toi Martin aussi. Moi, Longoria, là où je lui en veux, par contre, tout à l'heure, je parlais de, voilà, j'ai dit que c'était pas sa faute au niveau de l'instabilité des coachs. Par contre, au niveau de l'instabilité qu'on avait sur le terrain, pour moi, il est quasiment 100% responsable. Je vais prendre un exemple très clair. Tout à l'heure, j'ai parlé de la transition Tudor-Marcelino. C'est une instabilité subie, il n'y a pas de problème. Tu passes d'un entraîneur à l'autre. C'est ton troisième entraîneur en 3 ans. Et là, tu passes en plus une deuxième fois d'un style de jeu à un autre. Donc il y a déjà de l'instabilité. Contrainte. Tu as un barrage à jouer contre le Pana. Et si tu passes ce barrage, tu ne vas pas en Ligue des Champions. Tu passes encore un autre barrage derrière. Donc tu n'es pas sûr d'être en Ligue des Champions. Ne rajoute pas de l'instabilité à l'instabilité. Joue ton barrage de Ligue des Champions contre le Pana avec l'effectif qui s'est qualifié pour ce barrage-là, donc avec l'effectif de la saison de Tudor. Ce que je remarque, moi, c'est que quand tu vas jouer contre le Pana, sur les 11 joueurs, il y a 5 recrues. C'est énorme. Et il y a 5 recrues, pourquoi? Parce que tu as fait venir Marcelino. Marcelino, il t'a dit, par exemple, Sanchez, j'en veux plus. Moi, il me faut un Aubameyang, un mec qui court. Il me faut un Ismail Assar, il me faut une flèche. Donc, tu as mis de côté Sanchez. T'as ramené deux nouveaux joueurs, et en fait, c'est pas là, je suis pas en train de dire ils sont pas bons, ou ils sont bons, ou ils sont mauvais, mais c'est juste pour dire que tu as donné les clés du mercato à un mec dont tu étais quasiment sûr qu'il allait pas rester 3 ans au club. Et au final, ton tour contre le Pana, tu l'as raté, en partie parce que tu as fait venir des joueurs qui venaient d'arriver, et tu as fait partir les joueurs qui s'étaient qualifiés pour ce barrage-là. Donc, tu as rajouté de l'instabilité à l'instabilité. Et je pense par exemple que des mecs comme Cengiz Under à l'époque n'auraient dû pas quitter l'Olympique de Marseille. Un mec comme Kolasinac, t'aurais dû le prolonger bien plus tôt avec la saison qu'il a fait avec Igor Tudor. T'aurais pu l'aligner contre le Pana. T'es allé chercher Renan Lodi, par exemple. Je le répète, hein, sur la double confrontation contre le Pana, tu joues avec 5 recrues. C'est énorme. Donc je trouve que dans la fameuse lessiveuse Longoria de faire venir 10 joueurs à chaque fois par mercato, elle nous a porté préjudice, et le match contre le Pana, c'est l'exemple parfait. Et là-dessus, je lui en veux énormément. Je vois ce que tu veux dire, Samy. En revanche, le problème, c'est que si tu échoues, parce que Marcelino, tu es obligé de nommer un coach dès le début, mais si tu échoues avec peu de recrues, là, la critique aurait pu être on n'a pas donné les armes. Tu es capable de passer contre le Pana avec l'effectif que tu avais la saison d'avant. Totalement. Si tu prends le 11 que Igor Tudor a aligné, tu le remets contre le Pana sans Igor Tudor, et tu remets le même 11, tu passes contre le Pana. Mais ce que je veux dire, c'est que Longoria, il a dû faire un choix, c'est-à-dire donner les armes à Marcelino. Ça, le problème. Même si tu peux lui dire à ton Marcelino, moi je t'ai fait venir pour que tu me fasses, pour que tu me qualifies en Ligue des Champions. Par contre, on va le faire avec les ressources du club. On va le faire avec les joueurs qu'on a actuellement. Après, derrière, si tu passes, je me rappelle, il y a 15 jours entre le moment où tu passes le barrage du Pana et la fin du mercato. À la limite, après, une fois que tu passes le barrage du Pana, tu peux faire 2-3 retouches, tu peux faire venir 2-3 mecs que voulait Marcelino. Mais de là, lui donner les clés du mercato dès le début du mercato, alors que tu n'es même pas sûr qu'il va t'amener en Ligue des Champions, et d'ailleurs, il ne t'y a pas amené. Et en plus, où tu sais qu'à la première crise, tu vas le faire sauter, c'est exactement ce qui s'est passé. Ne lui donne pas les clés du mercato. Ouais. Non, je suis assez d'accord avec toi, Samy. De toute façon, le souci, de façon générale, c'est que même en retouchant l'effectif et en mettant des mecs comme Ismail Assar ou Lodi, etc., tu es censé passer le Pana. Pour moi, oui, totalement. Non, mais je dis pas qu'on n'est pas passé à cause de. Oui, mais c'est pas bon. L'effectif qu'on a aligné contre le Pana, il était 3 fois meilleur que celui du Pana. Et voilà, mais juste pour dire, on a rajouté de l'instabilité à l'instabilité.
On est d'accord. Kylian, toi, tu voulais rajouter quelque chose aussi? Mon petit mot de la fin, et il l'a redit en interview, mais, parce que voilà, c'est toujours un aussi bon communicant, hein. Mais comment est-ce que tu concrétises un mandat quand tu es président d'un club? On l'a vu avec Olivier Létang qui est arrivé à Lille. Un club français, tu dois remporter des titres. Tu es à Marseille, tu dois remporter des titres. C'est la seule façon que tu as de crédibiliser ton parcours. Il a eu, on va dire, sa première partie de mandat là, qui s'est éclipsée pour moi cet été, où il a eu ses 3 coachs. On a tout vu, ses travers, ses erreurs, ses mauvais choix, ses bons choix. C'est fait, pour moi, c'est passé. Maintenant, on repart sur 3 ans. Bah, sur ces 3 années-là, parce qu'on va lui laisser du temps, hein. Faut pas se dire, oui, ça fait déjà 3 ans qu'il est à la tête du club. Non, non. Faut bien comprendre que c'est un nouveau mécanisme qui s'enclenche. On repart de zéro. Bah, sur ces 3 ans-là, tu es obligé de ramener un titre. Sinon, tu poses la démission à la fin des 3 ans. C'est impossible autrement. On a compris ce que tu voulais faire. On a compris là où tu voulais aller. Si tu t'es encore trompé, bah, reconnais-le, va-t'en. Mais tu as mis ce que tu voulais en place, tu t'es bien accompagné, tu as les sous, il n'y a plus d'excuses. Maintenant, tu es l'OM, tu dois absolument ramener un titre. Si les erreurs sont manifestes, moi je suis d'accord. Par contre, s'il y a des circonstances atténuantes, Non, mais attends, c'est pas sûr. Martin, les Ça circonstances. reste le sport. Ça Non, mais reste le je dis sport. bien, les circonstances, une fois, 2 fois, tu perds une finale de Ligue des Champions l'année prochaine. Je te dis, bon, ok, c'est pas grave si on n'a pas de titre, tu vois, je t'en veux pas. Mm. Mais il y a des. Typiquement, demain, tu joues en huitième de finale de Coupe de France contre une Ligue 2 et que tu te Ah, fais voilà, éliminer au Vélodrome, bah pour moi, c'est pas une circonstance atténuante. Pour voilà, c'est moi, ça. parce que c'est un épisode que tu as déjà vécu et aujourd'hui, tu dois aller, le jour de ce match-là, sensibiliser tes joueurs pour leur dire bah Et, regardez ce qui s'est passé il y a 2 ans, j'en veux plus. et surtout que j'aime bien parler de première partie de mandat parce qu'on a tout vécu. On a vécu une saison où on était capable de rivaliser avec le PSG, mais aussi une saison où ils nous ont écrasés. On a vécu une saison où on s'est dit pourquoi pas aller chercher la Coupe de France. Et on est retombé dans notre travers de se faire éliminer par une, je sais même plus ce que c'était, une L2 Annecy, ouais. Ligue 2. ou une N1. Donc on a tout, on sait. Maintenant, il le sait, il a tout Ouais. vécu, les supporters, les grandes ambiances européennes, il y a tout. Maintenant, tu as les cartes en main, il n'y a plus de circonstances atténuantes, il faut y aller. Et ça commence dès cette saison, hein. Dès cette saison, tu n'as pas le droit, tu ne peux plus faire 0-0 ou un partout pardon, contre Angers à domicile. Non mais voilà, c'est vrai, on l'a dit pendant le débrief, mais il faut y aller là, il faut que ça dépote. Bon, on va encore dire qu'on est trop ambitieux. Bah Voilà. les gars, merci. Moi, je vais finir sur une touche un peu plus sentimentale et un peu plus supporterisme. Mais moi, la gestion des cas Payet et Mandanda, C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. moi, j'ai Mais du mal. Comment Mandanda est parti et comment Payet est parti. Bon, écoute, attends, c'est un autre Ah, débat. Payet, il a eu sa conférence de presse quand même. il faut Mandanda, distinguer, il peut pas en dire autant. Ouais, distinguer ouais, les c'est deux. vrai. Payet, Et comme il dit, ouais, vas-y, je vais te laisser. Je sais que tu vas bien défendre. excuse-moi sa vie. Non, non, Payet en plus, tu as tout l'aspect où tu lui enlèves quelque chose qu'il avait acquis, mais de trop. C'est-à-dire bon, c'est déjà le Payet marseillais à vie. Et le problème de Payet, c'est qu'il fallait rétablir quelque chose qui était, comment dire? Je trouve pas mes mots. Ça n'avait pas lieu d'être, ça n'avait pas de Voilà, sens ça ce n'avait pas contrat. lieu d'être, en fait. Et même si tu avais tout l'aspect sentimental, même si c'est celui qui nous a fait aimer l'OM ces dernières années, la fin, elle est plutôt logique, même si le visuel, il est dégueulasse par l'équipe de com sur Insta. Voilà, ça va de soi. Par contre, là où je suis d'accord avec toi pour Mandanda, et là où c'est vraiment un manque de respect, c'est qu'il y a eu un manque, en fait. C'est qu'il n'a pas eu son ovation au Vélodrome, il n'a pas eu son dernier match. Puis même, tu le remplaces par Paul Lopez. Voilà, c'est En ça, sa plus, dernière en plus. saison, elle est assez mal gérée. Tout ça pour qu'il aille en Ligue 1, mieux performer que ton gardien la saison qui suit. Enfin, Mm. ah non, Ça, Mandanda, je te c'est l'accorde. terrible. Et on va pas me faire croire que Payet, avec une belle remise en forme et Non, 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 on non. n'aura pas fait Ne, tout. ne va, ne va pas, Ah, ne nous. va pas sur ça. Ne va pas sur ça parce que honnêtement, Payet, il a eu toutes les chances il a eu toutes les chances pour aller pour performer à l'OM tout simplement. La saison sous Tudor, il est dans les plans, hein, Payet, hein. C'est mm. pas Harit le numéro 10 de l'OM que Tudor veut faire jouer. Je pense même très fortement que Tudor, quand il arrive à l'OM, il ne sait même pas qui est Amin Harit.
le 10 titulaire de l'Olympique de Marseille sur la saison 22-23, ça doit être Payet. Sauf que je vous invite à aller voir, je ne vais pas m'étaler là-dessus, je vous invite à aller voir des photos de Payet à la reprise, et pas seulement à la reprise, pendant la prépa sous Tudor. À un moment donné, Mm. il pouvait plus rester au club. C'est déjà énorme qu'il soit resté sur la saison avec Tudor. On lui a fait un joli cadeau comme le contrat à vie. Donc moi, pour moi, la décision de la saison dernière, quand il met Payet de côté, elle est excellente. C'est ce qu'il fallait faire. Il ne pouvait plus rester au club. Et on le voit aujourd'hui. Enfin, voilà, je vais pas pas taper sur l'ambulance, mais on voit que c'est fini. Donc après la sortie, oui, la forme, elle n'est pas bonne. Mm. C'est un joueur emblématique de l'Olympique de Marseille. Tu dois voilà, faire quelque chose Ah, de plus. surtout conférence de presse en plein milieu d'été, mais je pense que même Payet, lui, se disait, je peux en refaire une aussi. C'est ça, Faire une quoi? va refaire une saison. Mais Le- non, mais non, mais non. Mais non, il était là sous Tudor, il était incapable de se mettre au diapason et Ouais, mais d'avoir un physique d'un t'as sportif la- professionnel. Pourquoi il le ferait sous Marcelino, en fait, je comprends pas. parce qu'en fait, si tu as la classe de te retirer, pour moi, c'est des trucs que tu anticipes. Il aurait pu C'est-à-dire, anticiper son départ. C'est-à-dire que sur la fin de saison avec Tudor, tu vois, après l'élimination du PSG, annoncé, bon, moi, ce sera ma dernière saison, on va tout faire ouais, pour aller chercher. Et le problème, c'est que il était encore là le 1er juillet. Et il était encore à l'entraînement, il est à repartir avec nous, quoi. mais il attendait quoi? Je sais pas, moi. Je- Non, mais je comprends pas. Il attendait quoi pour, comme tu as dit, soit annoncer son départ, C'est ça pour moi. Pour moi, annonce ton il départ, était et en dans ce fin de cas-là, le saison. club annonce ton départ, et dans ce cas-là, le club va s'organiser, effectivement, comme tu dis, pour te faire une sortie à ton niveau. C'est pour ça que pour moi, je te dis, je pense qu'il pensait qu'il allait refaire une saison. Mais Les gars, on s'égare, on s'égare. pourquoi sous Tudor, tu ne l'as pas faite, ta saison? On t'a donné les clés, pourquoi tu ne l'as pas faite? Parce que dès le début, ça n'a pas matché les deux. On Ah, s'égare, non, les gars. non. On s'avise, on en reparle en off. Mais ça peut être une bonne idée de sujet de vidéo, la Bah, sortie de dites-nous en Payet. commentaire. Ouais. Dites-nous si Et ça vous. Je vais me faire moi, détester, mais c'est pas grave. même Mandanda, hein, moi je suis très chaud Ah de non, moi, parler. Mandanda, je l'aurais gardé là, la saison 23-24, je l'aurais faite avec lui, titulaire indiscutable. Ah, Ok. peut-être pas. Bon bah les gars, merci, hein, merci d'avoir encore une fois, c'était un Plaisir. plaisir d'échanger avec vous. Euh, pour ceux qui nous regardent et ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin, merci. N'hésitez pas du coup à vous abonner à Massilia Zone sur Twitter, sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, le média le plus complet sur l'Olympique de Marseille. Et je t'invite à aller voir toutes les autres vidéos qu'on a pu tourner avec Iliane, avec Samy, avec Ariès, voilà. Une équipe de choc. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ouais.